Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en avril 2022, c'est le 13 avril. C'est l'épisode 49 que j'ai intitulé La colère en couple ou la crise en couple, c'est compliqué, 3 astuces pour mieux gérer les crises. Donc c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, les crises, les tensions, la colère. Je t'en parlerai un peu plus à la fin du podcast pourquoi. Les auteurs, les lecteurs habituels, peut-être vous le savez déjà. Mais voilà, c'est quelque chose qui est un sujet qui me tient à cœur. Et je vous parlerai un peu de ma vie passée autour de la colère et des crises. Et je vous partage dans ce podcast vraiment, je te partage dans ce podcast vraiment ce que j'ai appris en thérapie, ce que j'ai mis en place, ce qui a été difficile, ce que j'ai appris à gérer, etc. Pour vraiment t'aider s'il y a une dynamique il y a une des personnes qui est colérique dans la relation, que vous appreniez tous les deux en fait à gérer ça d'une meilleure manière, en fait, que vous arriviez à vous préserver, à créer de l'amour, à créer de la tendresse, à retourner en harmonie et à apprendre à cette vague de colère qui peut être là, cette crise qui surgit et qui explose, et comment la gérer en fait. Là on va se concentrer sur aujourd'hui comment gérer la crise. Des fois je parle plus de comment l'anticiper, et là on va plus parler de gérer une fois que la colère est là. Donc il y a aussi des manières de faire en sorte qu'il y ait moins de colère dans le couple, moins de crise, moins de tension, moins de problèmes. Et c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Je voulais aussi préciser qu'en fait, on traverse quand même une période assez difficile. Il y a eu le Covid, il y a eu les confinements pendant presque plus de 2 ans maintenant, avec le stress sur le travail, sur les vies privées, sur les enfants si t'en as, etc. Il y a eu plein de choses. Peut-être que pour certains, il y a le réchauffement climatique qui est un peu inquiétant aussi ces dernières années, qui s'accentue. On a une guerre aux portes de l'Europe qui est là depuis un petit moment maintenant. On a une élection présidentielle qui se passe peut-être pas comme tu voulais. Enfin voilà, il y a plein d'éléments extérieurs qui font que ces peurs qui semblent ne rien avoir avec ton couple en fait, qui peuvent amener des peurs, de la frustration, des tensions, ces événements-là, ils peuvent amener tout ça. Bon, on a tendance à les répercuter sur le couple. Et j'aurais pu inclure le travail là-dedans. J'en ai pas vraiment parlé trop. Je l'ai pas mis dans mes notes, mais en général, quand on a des problèmes au travail, on a des problèmes à l'extérieur du couple, on revient à la maison, on les ramène, on a des problèmes, on ramène tout ça dans le couple, et parce qu'on est impacté émotionnellement, on est stressé, on est inquiet, etc. Cependant, il n'y a pas besoin d'éléments extérieurs en fait pour vivre une crise en couple. C'est juste là, ça vient avec le temps, avec les maladresses, avec l'usure du couple. Et quelle que soit en fait la cause de la crise dans ton couple, j'aimerais partager avec toi 3 astuces, une 4e qui s'est un peu, qui s'est un peu invitée en préparant le podcast, et pour t'aider à naviguer tout ça, pour être plus agile. J'ai voulu le mettre comme ça, pour apprendre à être plus agile, pour rester dans l'amour, dans l'accueil, même quand c'est difficile, même quand ça crie, même quand ça s'énerve, même quand la tension monte, même quand on sent vraiment, sans que ça en arrive jusqu'à crier et à vraiment s'engueuler. On n'est pas encore à casser la vaisselle, mais voilà, il y a vraiment quelqu'un qui est en train, dans la dynamique du couple, dans le couple, il y en a un qui est en train de perdre un peu les pieds et de s'énerver vraiment très fort. Donc voilà, et en fait, aussi, que tu sois le colérique ou la colérique, ou que tu sois celui qui reçoit la colère dans le couple, je vais essayer de parler un peu des deux côtés, parce qu'il n'y a pas... c'est une danse qu'on danse à deux, pour que quelqu'un soit colérique, il faut qu'on l'ait autorisé d'une certaine manière. Les personnes qui ne tolèrent pas la colère ne sont pas dans des relations où il y a de la colère et n'ont pas ce problème-là. Donc si tu es dans une relation où il y a de la colère, ça veut dire que d'une certaine manière, tu tolères la colère. J'étais dans des relations où il y avait de la colère. C'est aussi ok de tolérer la colère, ça dépend toujours de quelle intensité et des conséquences que ça a. Mais voilà, on va faire un peu le tour de tout ça, on va voir un peu où sont les limites, quoi faire s'il y a de la colère et tout ça. Et encore une fois, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment mon expérience personnelle que je te partage à travers ce podcast, mais pas que mon expérience personnelle, c'est encore une fois ce que j'ai appris en thérapie, ce que j'ai appris en lisant des livres sur le couple, sur la communication, etc. Donc c'est un peu... c'est presque un protocole, cet article, que tu pourrais suivre s'il y avait de la colère, en fait. C'est 4 astuces que je mets ensemble, qui font une sorte de petit protocole que j'ai appris à mettre en place dans ma vie, quand il y a besoin. Avant de commencer, il y a un concept important que je veux te partager. Alors je crois que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, ce qui est assez rare, parce que j'en parle pas tant que ça. C'est pas un concept qui ressort si souvent, mais pour moi il est primordial et il est facile à intégrer, en fait. C'est qu'il n'y a que 2 manières de communiquer. Il y a un cri à l'aide, donc la colère c'est un cri à l'aide, donc quand notre partenaire,
quand ton partenaire cherche à attirer l'attention, des fois on peut avoir l'impression que c'est vicieux, que ça fait mal, que c'est maladroit, etc. C'est souvent un cri à l'aide en fait. Donc ça c'est une manière de communiquer, et l'autre c'est une réponse d'amour. Et en fait, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quand on interagit à deux, c'est une réponse d'amour, ou c'est une action d'amour, ou c'est un cri à l'aide. Et la colère étant un cri à l'aide, si moi par exemple, il y a de la colère dans ma relation, et que moi aussi je réponds par un cri à l'aide et je m'énerve, ben, qu'est-ce qui va se passer ? On va augmenter les tensions, les problèmes, on va accentuer la crise, c'est là où on va casser les assiettes, et on va claquer des portes, on va dire des choses qu'on regrette. Alors que si on arrive à la colère, si on arrive à répondre avec une réponse d'amour, une réponse d'amour, on peut faire totalement l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que la colère de l'autre, par exemple, ou la nôtre, ne s'emballe pas. Et du coup, on va retomber dans l'amour, on va retomber dans la tendresse, on va retomber dans des choses qui sont beaucoup plus agréables à vivre pour les deux. Pour celui qui est colérique et pour celui qui reçoit la colère de l'autre. Donc on va voir tout ça ensemble, mais c'était un petit concept que je voulais amener pour bien comprendre que c'est une danse qu'on fait à deux, et que vous soyez le colérique ou que vous soyez la personne qui la reçoit, vos actions sont très importantes pour, on va dire, la conclusion de cet épisode de colère, pour son dénouement. Astuce numéro 1, on va commencer, donc il y en a 4, il y a un petit bonus, il y en a 3 et un bonus, c'est poser des limites, mettre une barrière rapidement. Donc là, ça peut se faire, alors au début c'est dur, hein. Moi je suis quelqu'un qui ne mettait pas de limites, qui ne mettait pas de barrières, qui se laissait crier dessus et marcher dessus par les gens au travail, dans ma vie personnelle, pendant très longtemps. Je ne voulais pas, par peur d'augmenter la colère de l'autre en fait, par peur d'être rejeté, par peur d'amplifier les choses, et ben, je me renfermais un peu, je me mettais une carapace de protection autour de moi, mais je me laissais marcher dessus en fait. Je me laissais vraiment piétiner, crier dessus, et ça me faisait vraiment peur de faire ça. Et en fait, on va apprendre qu'avec le temps, moi j'ai appris qu'avec le temps, plus j'étais rapide à mettre cette barrière, cette limite, et ben moins il y avait de colère dans la relation, et surtout quand on le fait d'une bonne manière. On va voir ça ensemble. Mais ce que je voulais préciser, c'est que des fois, on met la limite quand la colère est déjà bien installée, quand on se prend la tête depuis un moment, quand ça commence à être vraiment grave, entre guillemets, quand il commence à y avoir des choses qui sont dites, qui sont pas ok, quand il y a des gestes qui sont faits ou pas faits, ou qui sont menacés, qui sont pas ok, etc. Alors qu'avec le temps, moi j'ai trouvé qu'il est possible en fait de mettre dès qu'on sent qu'il y a un peu de colère, dès qu'on sent qu'il y a un peu d'agacement, dès qu'on sent que ça monte, qu'on connaît notre couple, on connaît notre partenaire, on connaît la danse qu'on danse en fait à deux tout le temps, à chaque fois qu'il y a de la colère, quand on connaît ça, qu'on l'a vécu plusieurs fois, et ben on sait quand ça commence. Et du coup on sait quand l'arrêter avant que ça s'emballe. Donc là c'était aussi une invitation à apprendre à mettre les limites tôt, après à mettre les barrières tôt pour se protéger, pour protéger le colérique aussi. Et on va voir un peu plus tard pourquoi ça protège le colérique, mais c'est aussi très important pour le colérique d'avoir un partenaire dans sa vie qui met une barrière. Voilà, donc des signes, hein, ça peut être l'agacement, quand le ton monte, certaines actions, on va dire, ou mouvements corporels. Si toi t'es colérique, ou ta chérie ou ton chéri est colérique, tu sais comment reconnaître ça. La limite, il ne faut pas hésiter à la mettre fermement, mais être ferme avec une limite ou une barrière, ça ne veut pas dire être dans le mépris, être dans le rejet. On peut mettre une limite fermement, être dans l'amour, dans l'accueil et la bienveillance en fait. Ça s'apprend, c'est pas facile à faire. Ça peut éventuellement, je vais te donner quelques exemples dans un instant, mais ça s'apprend. Mais c'est important de se dire, je vais mettre une limite, mais en même temps je vais aimer, et en même temps je vais être bienveillant, et en même temps je vais accueillir la colère de l'autre. Et ça c'est vraiment pas facile. Et je t'invite à peut-être à planter une petite graine dans ta tête, comme quoi c'est possible. Ça va peut-être prendre du temps. Moi, je me suis fait accompagner par en thérapie à l'époque pour arriver à trouver les bons mots, à trouver la force, à comprendre les enjeux, etc. Et avec l'expérience, j'ai réussi à le faire et ça marchait très très bien. Donc c'est mon invitation. Donc c'est quelque chose sur lequel je peux t'accompagner. Si jamais il y a des choses, je propose du coaching, je propose de l'accompagnement, je l'ai vécu, je l'ai travaillé. C'est vraiment quelque chose sur lequel qui me parle vraiment. Je serais content d'aider des couples qui ont ces problèmes-là. Ça c'était une petite parenthèse. Idéalement, quand il y a de la colère, moi ce que je trouve qui est bien, c'est que... que je trouve qui est bien. C'est compliqué parce qu'en fait, souvent... Si tu es dans une relation où il y a du développement personnel des deux côtés, il y a de la spiritualité, il y a un cheminement, tu vas sûrement
être avec quelqu'un, ou tu vas être cette personne-là toi-même, qui va reconnaître sa colère, ou tu vas reconnaître ta colère. Mais il y a des couples où c'est pas le cas, où le partenaire ne va pas reconnaître la colère, où on est dans le déni de la colère, on dit que c'est de la faute de l'autre, de toute façon c'est toujours de ta faute, tu me mets en colère, etc. Il n'y a pas cette acceptation, il n'y a pas cette prise de conscience de j'ai de la colère, c'est mon problème, ça m'appartient, il n'y a pas ça, et ça devient compliqué. Ça, le podcast d'aujourd'hui, il n'est pas vraiment il va pas dans ce sens-là, il va pas pour aider des gens qui sont dans des situations comme ça, si ce n'est peut-être la première étape qui est de mettre une limite très rapidement et de dire non, ça c'est pas ok avec moi. Et encore une fois, on va voir des exemples dans un instant de comment le dire, de comment le poser. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est si tu es avec quelqu'un qui a de la colère, ou si toi tu as de la colère et que tu veux travailler dessus, et que là, vraiment, ce que je partage aujourd'hui, ça va être vraiment puissant. Parce que il va y avoir une conscience qui va être posée entre vous deux, et vous allez pouvoir en discuter, et dire, bon, bah voilà, j'ai ce problème de colère, on va essayer de suivre ce protocole-là, on va essayer de travailler dessus au fil du temps, etc. Et donc, c'est bien d'avoir une conversation, d'écouter le podcast à deux, d'aller lire l'article qui traite de ce sujet-là aussi à deux, par exemple, l'un ou l'autre, et d'échanger avant, dire, bah voilà, quand tu auras de la colère, on va faire ça, on va mettre une limite rapidement, ou je vais mettre une limite rapidement si toi, quand tu deviens en colère, etc., etc. Comme ça, il y a une intention qui est là, et quand ça se passe dans les faits, même la personne qui est en colère, elle sait que c'est pour le bien-être du couple, elle sait que c'est pour son mieux, c'est pour le mieux de l'autre, etc., etc. Donc ça aide beaucoup. Donc passons à quelques manières. J'ai écrit 3 phrases que je pourrais dire, ou que tu pourrais dire si jamais il y avait quelqu'un qui était en colère. Il y a un peu des phrases qui sont un peu plus soft, c'est-à-dire que peut-être que la colère, elle en est qu'au début, on sent juste l'agacement qui monte, on sent juste que c'est le début, quoi. Et peut-être des phrases un peu plus sèches qui vont être toujours dans l'accueil, dans la bienveillance et dans l'amour, du mieux que j'ai pu, sans avoir une situation concrète en face de moi, entre guillemets, mais voilà, qui respectent ces règles-là que je t'ai données au début. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces phrases-là, elles sont peut-être pas pertinentes dans ta relation à toi, parce que tu t'exprimes différemment, parce que je sais quand j'écoute des podcasts ou je lis des livres où ils citent des phrases, des fois elles me paraissent un peu bateau parce que c'est générique, mais en même temps, voilà, je suis pas dans ta dispute, je suis pas dans ton couple, je sais pas exactement ce qui se passe, donc je peux pas nécessairement avoir une phrase qui est pertinente exactement pour toi. Donc faut pas s'arrêter au mot de la phrase, faut regarder de comment elle est construite, quelles sont les parties de la phrase, quelle est l'intention de la phrase, et c'est pour ça que j'essaie de te décortiquer ça un peu en te précisant que c'est être ferme, mais avec amour, bienveillance, etc. Et puis on va voir un peu plus loin, on va essayer de décortiquer un peu tout ça ensemble aussi. Donc la première, ça pourrait être « Chérie, je vois que tu hausses le ton, je veux continuer la discussion, mais à condition que la communication reste ouverte et qu'elle se déroule dans le respect mutuel. » Donc là, voilà, il y a exprimer la peur que le respect soit perdu à cause de la colère, l'ouverture à l'envie de communiquer, etc. Donc là, ça peut juste faire prendre conscience à la personne qu'il y a de la colère, et toi, tu commences à mettre ta barrière, par exemple, en disant, là, ma limite, là, je suis vigilant, je sais que ça peut aller vers la colère. Donc je mets une première limite en disant, voilà, je suis ouvert à la conversation, mais il faut qu'on se calme. Et après, on va voir un peu plus tard dans les autres astuces quelles sont les étapes d'après. Mais ça, c'est le début. Une autre manière de le dire, ça pourrait être « ça suffit, je t'aime et je ne te laisserai pas me parler de la sorte ». Donc là, voilà, on s'est peut-être fait insulter, on s'est peut-être pris des petits reproches dans la tête. Et il faut qu'on mette une ligne dans le sable et on dise non, là c'est fini, là j'arrête. Et on rappelle le je t'aime, parce que c'est important de te rappeler que c'est un acte d'amour aussi. Mettre une limite, mettre une barrière, c'est un acte d'amour. Quand c'est fait de la sortie avec du mépris, du jugement, du rejet, c'est pas nécessairement un acte d'amour, c'est un acte de préservation, de défense, etc. Mais ça peut être les deux, on peut se défendre tout en aimant. Et une troisième suggestion, qui est peut-être encore un peu plus ferme, c'est ok, c'est assez pour moi, tu es énervé depuis un moment et je me sens mal à l'aise maintenant. Restons-en là, je t'aime beaucoup, on reviendra à cette discussion plus tard quand on sera calme tous les deux. Et là c'est important aussi de préciser que c'est tous les deux, quoi. C'est pas juste toi t'as ta colère, ça va pas, t'es pas bien avec ta colère, c'est moi, ça commence à m'impacter en fait. Je commence à me sentir pas bien, je commence à m'énerver aussi, je commence à perdre contrôle, je commence à me renfermer, il commence à se passer il se passe quelque chose en moi et moi aussi j'ai besoin d'espace en fait. Et ce sera un peu notre point numéro 2, on va y aller dans un instant. Il y a quelques points importants dans toutes ces phrases et dans celles que je t'invite à trouver qui tiraient, c'est ne pas attaquer, ne pas blâmer l'autre. Ne pas rajouter de l'huile sur le feu en disant de toute façon tu es toujours en colère, ça sert à rien avec toi. Enfin voilà, il faut rester neutre, dis voilà, je vois que tu hausses le ton. C'est pas tu es toujours en colère, tu fais chier, je constate que tu hausses le ton. Ou parler éventuellement de notre expérience à moi. Je vois que la manière dont tu t'exprimes, moi je me ressens comme ci, je me ressens comme ça. Parler de vous, parler en jeu en fait.
mais évitez tout ce qui attaque, parce que quand l'autre est colérique, tout ce qui va être une attaque, tout ce qui va être quelque chose que vous, voilà, ça risque d'intensifier les débats, les problèmes. Être ferme, poser sa limite. Donc voilà, j'espère que les exemples te le montrent, et il y a différents niveaux de fermeté. Et ensuite, rappeler que c'est un acte d'amour et pas un rejet. Donc c'est pour ça que j'ai mis je t'aime beaucoup. Moi je trouve ça super important. C'est en thérapie que j'avais appris ça. La thérapeute elle me dit en fait c'est comme avec un enfant quand on est en couple. C'est-à-dire quand un enfant tu lui dis t'es puni et que tu le punis, bah, des fois il va peut-être se sentir rejeté, etc. Ou si tu dis quelque chose à ton enfant de manière générale, il dit bah voilà, s'il faut gronder un enfant ou lui faire un reproche ou l'éduquer d'une certaine manière, lui dire bah voilà tu vois ça il faudrait le faire comme ça, etc. C'est lui rappeler qu'on l'aime en fait, se dire je t'aime et je fais ça parce que c'est important pour toi, etc. Pas juste le faire sans dire le je t'aime en fait. Et j'ai trouvé ça super important et super puissant d'arriver dans ces moments-là à dire le je t'aime, à dire le t'es importante pour moi, notre relation elle est importante pour moi, alors et des fois ce sera toi qui arriveras à faire l'effort, des fois ce sera ta partenaire, c'est pas toujours le poids du monde et pas toujours sur tes épaules, c'est des choses qui se fait à deux, c'est pour ça que je vous encourage à en discuter à deux. Et encore une fois, ouais, si le colérique ne reconnaît pas, n'assume pas sa colère, bah voilà, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Et moi, ma suggestion, notamment dans ce podcast, c'est de te protéger. Voilà, ça va être l'importance de toi de te protéger, de mettre tes limites, de voir après, bah voilà, si tu es avec quelqu'un de colérique, de violent, émotionnellement, physiquement, verbalement, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Est-ce que tu veux aller travailler en thérapie et voir si ça passe? Est-ce que tu veux sortir de la relation, etc. Je n'encourage pas à rester dans des relations abusives. S'il y a un peu de temps en temps, s'il y a des crises, s'il y a des tensions, s'il y a quelqu'un qui a du chemin à faire et à travailler sur lui et que c'est une belle relation quand même et qu'il y a plein d'autres choses, oui bien sûr, apprendre à gérer la colère, apprendre à gérer les crises à deux et naviguer, moi c'est ce que j'ai fait avec mon ex-femme et je lui en veux absolument pas pour ses colères, ça m'a fait grandir énormément, ça a vraiment changé l'homme que je suis. Et si elle n'avait pas eu ces moments de colère, bah, j'aurais pas appris à communiquer aussi bien, à être aussi assertif et à être aussi... ça m'a fait vraiment grandir en fait. Et donc j'ai beaucoup de gratitude pour ces moments-là qu'on a vécu. Ça fait grandir la relation. Et voilà, le protocole que je te partage aujourd'hui, c'est notamment parce que ça marche et que ça a vraiment changé notre relation en profondeur, même si on est séparés aujourd'hui. Hein, mais les colères, c'était vraiment plus un souci, quoi. C'est aussi pour ça que ça me parle beaucoup. Astuce numéro 2. Prendre de la distance physique. Alors ça, je ne sais pas si pour toi c'est facile, pour moi c'était difficile, c'était vraiment dur, j'avais le sentiment d'avoir échoué au début de la relation, on restait des heures ensemble à parler quand il y avait une crise, une tension, on passait 6 heures, 7 heures dans la maison à discuter, machin, et moi je ne pouvais pas prendre de la distance, quoi. J'avais vraiment le sentiment que si je prenais de la distance, on avait échoué, la diplomatie avait échoué, c'était la guerre, quoi, entre guillemets, si c'était un conflit entre deux pays. C'était vraiment pour moi un synonyme d'échec. Et en fait... j'ai compris qu'avec le temps, en fait, des fois, il y a besoin de se calmer, il y a besoin de laisser de l'espace, il y a besoin que les esprits retombent, etc., et que c'est très important de prendre de la distance physiquement. Donc, c'est souvent quelque chose que je conseille maintenant, que je trouve important, et voilà, ça permet à chacun de se poser, au colérique de comprendre, bah oui, ok, je suis en train de dépasser un peu les bornes et à se calmer, et puis nous aussi voilà, on verra un peu plus tard, hein, ça peut être aussi un moment d'introspection et de comprendre ce qui se joue vraiment. Mais ça c'est l'étape suivante et on va rester un peu sur le prendre de la distance pour le moment. Moi j'ai passé ma vie à éviter les conflits en croyant qu'une bonne relation c'est une relation sans vagues, sans tension, sans engueulade. Donc t'imagines que ce que je te partage aujourd'hui c'était pas très facile pour moi du tout, vraiment, c'était vraiment difficile au début. Donc si t'en es là aussi, tu sais que c'est possible parce que je l'ai fait et je pense pas que je sois plus capable que qui que ce soit d'autre. Et si jamais tu fais autre chose et tu es entre les deux, c'est aussi je pense que c'est aussi une bonne école et c'est une bonne chose à intégrer tout doucement. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en communiquant bien, en mettant la barrière et en prenant de la distance et en communiquant d'une manière générale, on peut réduire fortement l'intensité des engueulades. Et c'est ce que j'essaie de te partager dans ces podcasts, dans le blog. Et aussi, juste rappeler, alors je vois que j'ai mis quelques points là que je te parle, je les ai peut-être pas mis dans le meilleur ordre, mais bon, on va suivre la trame. C'est se rappeler que les engueulades, ça fait partie de la vie à deux en fait. Il y a des gens qui vont vous dire que le pire, je sais plus c'est quelle thérapie, je me demande si c'est pas un copain qui faisait de la gestalt thérapie, et on discutait un peu du couple, on échangeait sur le couple, et il disait qu'en fait pour lui, en tant que thérapeute, l'un des choses les plus graves entre guillemets pour un couple, c'est qu'il n'y ait pas de
pas d'engueulade, qu'il n'y ait pas pas nécessairement des engueulades, mais qu'il n'y ait pas d'opinions opposées qui sont exprimées, quoi. Qu'on soit toujours d'accord, qu'on n'ose pas parler, qu'on n'ose pas exprimer, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait rien. C'est souvent un signe que le couple va très mal et pas sain du tout, parce que ça a un manque de maturité émotionnelle, un manque de personnalité, etc. Et c'est souvent des couples qui sont pas très épanouis. C'était son avis à lui, thérapeute, et je l'ai vu ressortir plusieurs fois, hein, que les couples qui sont pas, il n'y a pas de conflit, ils sont pas vraiment vivants en fait. Au bout d'un moment, la source se tarit, on va dire. Donc là, pour revenir un peu à cette astuce numéro 2, donc, qui est de prendre de la distance, l'idée, c'est la personne qui met la limite, qui met la barrière, entre guillemets, qui part. C'est-à-dire que si c'est moi ma partenaire est colérique, si c'est moi qui dis, bon, bah écoute, là, ça va, je vois que le ton monte, écoute, je t'aime, et parce que je t'aime, parce que c'est important pour nous, bah, on va prendre une pause, en fait. Et je vais aller c'était la première phrase que je voulais partager avec toi, mais c'était je vais aller à la cuisine pour 20 minutes, je reviendrai après pour qu'on finisse notre conversation, si c'est possible à ce moment-là, parce que des fois il faudra plus que 20 minutes, je t'aime, je suis impatient qu'on se retrouve une fois calmé. Aussi montrer l'envie de se retrouver, d'être de nouveau à deux, dans l'amour, dans la tendresse, dans l'harmonie, et que qu'on comprenne que la colère c'est qu'une vague, et que la vague elle passe, mais il faudra quand même régler le problème qu'il y a sous la colère. Mais donc c'est la personne, moi ma recommandation c'est la personne qui met la limite, qui part, et pas demander au colérique de partir. Parce que encore une fois c'est peut-être une attaque, c'est peut-être pris comme quelque chose qu'on lui reproche. En disant bah écoute t'es en colère, casse-toi. Non, t'as mis la limite, t'as dépassé les bornes entre guillemets, ou tu vas dépasser les bornes. On arrête là, on prend une pause, c'est moi qui m'en vais, je te laisse tranquille, et vous pouvez même sortir de la maison s'il y a besoin pour aller marcher dehors, etc. Une autre formulation qui pourrait peut-être te parler, c'est assez, on tourne en rond, là c'est un peu plus ferme, hein. C'est assez, j'en ai assez, on tourne en rond à ce stade, je vais aller promener le chien, quand je reviens, je viendrai te voir pour voir si ça va mieux, c'est important pour moi qu'on finisse cette discussion. Donc là aussi, encore une fois, on peut mettre la limite peut-être de manière plus ferme si elle a été encore dépassée, parce qu'il faut comprendre que des fois, quand tu mets une limite, elle va peut-être être dépassée et éclatée, et il faudra en remettre une, c'est pour ça que je te donne des exemples qui sont un peu plus fermes aussi, pour que tu vois un peu à quoi ça puisse ressembler, que tu aies des mots éventuellement à utiliser si tu sais pas quel mot utiliser toi-même. Mais voilà, prendre plus de temps, partir plus longtemps, sortir de la maison, comme ça le colérique, il a la maison pour lui, l'appartement pour lui, et il peut se recentrer. Et dire que c'était une conversation qui est importante, donc on reviendra à la conversation plus tard. Encore un rappel, je pense que j'ai dit plusieurs fois, mais on cherche vraiment à retourner vers la bienveillance, à l'amour, à la communication ouverte. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire avec ce protocole, ces astuces-là. Ce que j'en ai parlé un peu de manière indirecte, mais je vais être très clair dessus. La pause n'est pas une excuse pour mettre le problème de la dispute sous le tapis et ne pas le régler. C'est pour ça qu'on va aller vers l'étape 3 et 4, l'astuce 3 et 4. Mais c'est pas parce que tu mets une barrière et que tu sors de la pièce que c'est fini. Parce que sinon, vous allez vous réengueuler là-dessus la prochaine fois. Mais donc il va falloir apprendre à résoudre le souci. Donc là, aujourd'hui, parce qu'on est déjà à 23 minutes de podcast, je ne vais pas non plus passer 1 heure à t'expliquer comment communiquer pour résoudre les problèmes. Il y a d'autres émissions, d'autres articles qui sont vraiment consacrés là-dessus. Là, on va parler de la prise de recul, de la prise de hauteur et comprendre ce qui se joue vraiment. Et s'il y a besoin, c'est quelque chose qui est difficile pour toi, je t'invite à creuser un peu cette partie-là un peu plus. Bon, je vais quand même te donner des clés, mais on va pas passer. Ce serait une partie qui mériterait beaucoup plus de temps en fait, et limite un podcast dédié, que j'ai déjà fait en termes de communication sous d'autres formats, et pas nécessairement en parlant de la colère ou des crises, et qui sont tout à fait applicables à cette situation. Donc je t'invite à creuser un peu dans cette direction-là s'il y a besoin. Donc là, on va séparer un peu les rôles. Donc il y a celui qui reçoit la colère, on va dire, et il y a le colérique. Donc si tu reçois la colère, à ce stade, donc tu as mis tes limites plusieurs fois si nécessaire. Vous avez pris la distance physique, différentes pièces, dehors, etc. Il va peut-être y avoir un premier moment, avant de pouvoir prendre du recul et de la hauteur, où tu vas devoir prendre soin de toi. Ça peut être chamboulant, ça peut être très perturbant, une crise, surtout si vous avez laissé, parce que c'est une responsabilité qui est aux deux, vous avez laissé déraper un peu les choses, les barrières elles ont été cassées, parce que la colère était très forte, ou les barrières ont mal été mises, elles n'étaient pas assez fermes. Et du coup, il y a des choses qui ont été dites qui te touchent profondément, qui te blessent, il va peut-être falloir
prendre cette pause, entre guillemets, pour prendre soin de toi. Prendre de la hauteur, prendre du recul, peut-être que ça viendra plus tard, le lendemain, le soir, etc. Si tu as cette capacité-là maintenant, c'est bien, mais déjà, prends soin de toi, prends soin de tes besoins, de ton enfant intérieur, voilà, parle-toi, prends une douche, fais des choses qui te font du bien, je sais pas moi, mets de la musique, etc. Appelle une amie, un ami, etc. Vraiment, ressource-toi, prends ce temps pour toi, pour vraiment te recentrer et avoir des actions qui sont, on va dire, qui sont de l'amour propre. C'est vraiment important d'accueillir tout ça, d'accueillir ce qui se passe et de pratiquer ce qu'on appelle en anglais le self-soothing, donc ça pourrait être traduit comme l'auto-apaisement. Donc c'est une manière de dire prendre soin de soi. Et une fois que tu as fait ça, ce qui va être intéressant, ça va être de comprendre ce qui se joue en fait. Donc de réfléchir un peu des fois avec la tête, mais c'est pas toujours notre mental, c'est pas toujours la meilleure manière de trouver la cause des problèmes. Mais en gros, ce qui se passe avec les colères, avec les crises, très souvent, c'est pas ce qui est évident qui se joue. C'est-à-dire que, je sais pas, vous allez vous engueuler pour un truc, des fois c'est un truc à la con, on s'engueule pour des trucs à la con, des fois vraiment. Et du coup, c'est qu'est-ce qui se joue dessus ? Alors là, il y a plusieurs concepts, il y a plusieurs outils que j'ai partagés avec le temps sur le blog. Il y a les 6 besoins de Tony Robbins, il y a un concept d'Esther Perel qui parle c'est souvent un problème de pouvoir et de contrôle dans le couple. Il y a plusieurs manières de regarder à ce qui se joue dessous la surface en fait. Donc il faudrait te référer à ces contenus-là. Mais l'idée, c'est d'aller chercher, il y a un besoin qui n'est pas satisfait, qui n'est pas simplement pourquoi tu as dépensé 200 € aux courses au lieu de 150, tu vois. Pourquoi tu as mis le lait dans la porte du frigo au lieu de le mettre dans le frigo. Ce genre de trucs, des fois, qui peuvent paraître, excuse-moi le vocabulaire grossier, mais un peu à la con, ça cache souvent un problème de contrôle, un manque d'amour, des besoins plus importants qui ne sont pas exprimés, voilà, il y a souvent quelque chose en dessous. Donc c'est d'essayer de prendre le temps de chercher ça, quel que soit le système que toi tu connais déjà, tu as peut-être déjà des outils à toi, il y a plein de manières de faire ça selon le coach, selon le mentor que tu suis, mais c'est de comprendre ce qui se joue en dessous de la surface. Donc pendant ce moment-là, une fois que tu t'es ressorti, une fois que ça va mieux, pour pouvoir y revenir et l'adresser plus tard, et le régler plus tard avec ta chérie. Et si tu es le colérique, pareil, prendre soin de soi, super important. Te calmer, respirer, peut-être faire un exercice d'ancrage. Si tu as de l'anxiété aussi, ça peut être important. Il y a des gens qui font tu regardes 5 couleurs, puis après tu regardes 4 trucs que tu peux toucher, tu utilises tous les sens, alors 3 trucs que tu peux entendre, j'ai oublié un truc que tu peux goûter, enfin voilà, j'ai oublié un des sens, mais en gros c'est pour vraiment te ramener au corps, te concentrer sur les sens. Tu peux faire du box breathing, donc tu peux faire 4 inspire, 4 blocs, 4 expire, 4 blocs par exemple, ou de la cohérence cardiaque, 5 secondes inspire, 5 secondes expire, etc. Il y a pas mal de petites techniques comme ça qui peuvent t'aider à te calmer. Je sais pas, il y en a qui ont besoin de faire du sport, tu peux t'allonger, faire 10 pompes ou 100 pompes, voilà, pour faire passer un peu la colère. Des fois la colère elle est aussi très bien exprimée à travers le sport, à travers l'action quoi. Il ne faut pas la laisser des fois dans le corps, il faut en faire quelque chose, soit l'apaiser, soit en faire quelque chose. Et une fois que tu as retrouvé ton calme et tes esprits, si tu es le colérique ou si ton partenaire est colérique, tu peux lui suggérer. J'ai 2 exercices pour toi à te proposer, l'un ou l'autre. C'est de prendre un moment et d'écrire sur papier les déclencheurs de la colère. Donc qu'est-ce qui ont fait que tu es rentré en colère aujourd'hui ? Voilà, essayer de griffonner tout ce qui se passe, de tout ce qui te vient tout simplement. Ou éventuellement, soit l'un, soit l'autre, ou les deux, c'est de prendre un papier et d'écrire tous les besoins que tu n'as pas exprimés, qui ne sont pas satisfaits dans la relation et qui t'ont mené à la colère. Des fois, le déclencheur de la colère, c'est pas un besoin insatisfait, mais ça peut être ça aussi. Donc, c'est profiter de la colère pour gagner de la conscience, gagner de la hauteur par rapport à ça. Si tu es celui qui reçoit la colère, tu peux aussi essayer de faire quelque chose de similaire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans votre dynamique de couple pour déclencher la colère. Ou essayer de réfléchir à quels sont les besoins éventuellement de ton partenaire ou de ta partenaire qui ne sont pas anticipés ou qui ne sont pas satisfaits, mais c'est pas nécessairement, je pense que c'est plus intéressant de se concentrer sur le déclencheur de la colère pour toi et de les laisser regarder leurs besoins, d'exprimer les besoins, parce qu'en général on n'est pas toujours très bon à comprendre les besoins de l'autre, et c'est un peu quelque chose, c'est un peu une pente glissante de jouer à ce jeu-là, parce que des fois ça va nous mettre dans un rôle de sauveur. Petit à petit on va se dire tiens, j'ai compris ses besoins, si j'anticipe ses besoins il se met pas en colère, et du coup pour éviter la colère on va anticiper les besoins de l'autre sans qu'il les exprime. C'est mieux d'apprendre à l'autre à exprimer ses besoins et après à voir si nous on peut les satisfaire ou pas. C'est plus sain comme mécanisme, comme manière de fonctionner sur le long terme que de chercher toujours à anticiper. Ça nous met comme si on marchait sur des œufs. J'ai fait ça beaucoup, c'est pour ça que je t'en parle.
essayer d'anticiper les besoins des autres et les envies des autres pour pas être jugé, pour pas qu'on me reproche, pour pas qu'on me dise quelque chose, et ça marche pas sur le long terme. Donc ça, c'était l'astuce 3, prendre du recul, prendre de la hauteur. Je t'ai partagé quelques outils, il y en a plein d'autres. Tu peux aussi Google ça facilement si jamais tu n'en as pas vraiment, et tu peux regarder sur Graines de Cœur. Tu peux taper par exemple grainesdecoeur.fr, les 6 besoins humains de Tony Robbins. Tu auras un article dessus qui t'expliquera tout ça. Il y a plein d'articles sur gérer les crises, gérer les colères qui vont un peu plus en profondeur sur ce point-là. Mais on est déjà à 30 minutes, donc je vais passer à l'astuce numéro 4 qui est... en fait, c'est plus quelques considérations à avoir plutôt que vraiment une astuce. C'est un peu un bonus. Moi, je trouve ça super important, en fait. C'est des choses qui sont peut-être controversées d'une certaine manière ou que certains ont du mal à comprendre parce qu'ils ont été dans des relations abusives et qu'ils ont été abusés et c'est très dur, ça fait très mal. Et quand c'est le cas, des fois, on aime à penser que l'autre est mauvais, l'autre est méchant, que l'autre... Et parfois c'est le cas, je dis pas que tous les êtres humains sont bons, etc. Mais le nombre de personnes qui sont moi que je considère mauvais avec mes croyances à moi, on va dire c'est plus ou moins les psychopathes, c'est tout. Après les autres, c'est des humains qui souffrent. Et c'est mon premier point que je voulais partager avec toi, c'est-à-dire que la personne qui est en colère, elle n'est pas en colère parce que ça lui fait plaisir, c'est de la souffrance. Pour avoir été quelqu'un qui était colérique pendant 5 ans, pour avoir explorer ça vraiment en profondeur avec elle, en thérapie de son côté, en thérapie de mon côté. Être en colère, c'est pas facile pour la personne qui est colérique. Et comprendre ça, ça peut amener une compassion immense pour sa partenaire ou pour soi-même. Moi, mon ex-femme, elle en souffrait de sa colère. Elle s'en voulait d'être en colère. Elle en voulait aux personnes qui étaient colériques dans sa vie avant, parce qu'elle a appris ça dans sa famille. Et du coup, elle en voulait... à ces gens qui lui ont crié dessus quand elle était petite fille, etc., qui ont été violents, etc. Elle en voulait, et après, donc c'est souvent des choses qu'on apprend. Hein. Un père qui bat ses enfants, c'est souvent un père qui s'est fait taper par son père, et un père ou un fils d'alcoolique, etc. Et un des travaux qu'on a à faire en étant adulte, c'est comprendre un peu l'historique de nos parents pour un peu pouvoir leur pardonner, avoir de la compassion pour leurs erreurs et les choses qu'ils n'ont pas faites. Et c'est pareil avec notre partenaire, en fait. C'est quelqu'un qui a de la colère, qui vous crie dessus, il souffre souvent bien plus. Et ils souffrent bien plus que ce qu'ils vont vous faire souffrir avec leur colère. Et c'est dur à accepter. Hein. Et moi, j'ai des gens qui, quand je leur explique ça, ils sont là « Oh, mais non, moi, t'as vu, j'ai tellement mal, etc. » Imagine ce que c'est. Enfin, imagine à quel niveau, toi, il faudrait que tu arrives pour en arriver là. À quel niveau de souffrance il faudrait que tu sois pour crier sur les gens, pour perdre tout contrôle, pour devenir fou. Et dis-toi que c'est ce que ton partenaire ou ta partenaire, elle vit. Et... voilà, c'est vraiment pas agréable de vivre la colère à son intensité, et puis il y a la culpabilité de l'après-colère, de ce qu'on a dit, de ce qu'on regrette, c'est très difficile pour la personne colérique aussi. Je dis pas que c'est facile pour la personne qui reçoit la colère, je n'excuse pas non plus la colère. C'est pas dire parce que c'est difficile pour eux, ils ont le droit. Non, le protocole qu'on vient de voir ensemble, les astuces qu'on vient de voir ensemble, justement, t'aident à éviter que ça arrive et à prendre de la distance. Et je suggère pas de rester dans des relations abusives avec des gens qui n'ont aucun contrôle sur leur colère, aucune conscience de leur colère et qui veulent rien faire vis-à-vis de ça. Mais par contre, si tu as quelqu'un, comme c'était mon cas, qui a des problèmes de colère, qui veut travailler dessus, qui en est consciente, qui en est conscient, voilà, j'espère que ça te permettra d'avoir un peu de compassion et de planter cette graine et de cultiver cette graine et d'arriver à voir l'autre à travers sa couleur avec accueil, amour et tendresse. Et c'est pas facile, et par contre, je te dis que c'est possible. Moi, je l'ai vécu. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que la colère, ça se voit. La colère, c'est visible. Quelqu'un qui est en colère, on peut pas le rater. Par contre, ce qu'on voit pas, c'est quelqu'un qui se cache. Et moi, j'étais exactement dans ce schéma-là. C'est-à-dire que mon ex, tu peux lui reprocher, on peut dire, elle était colérique, machin, c'est une personne qui est comme si on peut la juger. Et moi, comme j'étais quelqu'un qui se cache, qui parle pas, qui se referme, il n'y avait rien à dire, entre guillemets, il n'y avait rien à me reprocher, alors que c'est pas mieux, en fait. Je considère pas l'un mieux que l'autre, en fait. Les deux font très mal aux relations, les deux sont très désagréables à vivre. C'est pas mieux... Être en colère, c'est pas mieux que se refermer, ou pas moins bien sur le long terme pour la relation. Les deux font mal aux relations. Et parfois, la colère de l'un est du fait que l'autre ne se montre pas assez ou peu. Ou pas ou peu, en fait. Et c'est important de regarder ça aussi. Si toi aussi, t'es pas colérique du tout, moi, j'ai eu du mal pendant longtemps à accéder à ma colère. C'est qu'est-ce qu'on fait à la place ? Qu'est-ce que tu fais à la place ? Qu'est-ce que je faisais à la place ? Ou qu'est-ce que je fais parfois ?
c'est ne pas exister, entre guillemets, ne pas dire, ne pas montrer mes besoins, ne pas m'exprimer, ne pas exprimer ma vérité, et c'est pas mieux pour la relation en fait. Ça peut paraître moins violent, c'est une violence plus douce pour le couple, mais ça marchera pas en fait, ça sera pas, c'est pas sain. Et aussi on peut voir la colère comme une perte de contrôle et une vulnérabilité immense. En fait, quelqu'un qui est en colère, il est vulnérable. C'est pas de la force, la colère, en fait. C'est peut-être une manière qui peut paraître brutale de regagner du contrôle sur la relation, de rééquilibrer les choses, de s'exprimer, de dire des choses, etc. Mais ce n'est pas une force d'être en colère. C'est vulnérable, c'est faible, la colère, d'une certaine manière. Et la personne qui est en colère, elle est à bout d'idées, elle est à bout de patience, elle est à bout de solutions. Sinon, elle aurait fait autre chose avant. Pour les 3/4 des gens, pour la majorité des personnes qui ont des problèmes de colère, qui ont des petites crises de temps en temps, qui ont tous les 6 mois, tous les 3 mois, quand c'est quelqu'un qui tous les jours, qui nage dedans, qui veut pas en sortir, on est vraiment dans quelque chose de très différent de ce dont je parle ici. Mais voilà, il faut comprendre que c'est une vulnérabilité énorme. Et ça peut être accueilli comme ça en disant, voilà, je vois que tu souffres, je vois que tu sais pas faire autrement. En fait, t'aimerais que ça change, t'aimerais qu'il y ait quelque chose qui évolue dans la relation, mais t'aimerais qu'il évolue dans cette situation-là, mais tu sais pas faire autrement. La seule chose que tu sais faire, c'est en colère. Et là aussi, avoir de la compassion. Ne pas juger, vraiment, vraiment accueillir l'autre du mieux qu'on peut, sa colère, ses défauts. Nous, on a les nôtres, et ça peut être vraiment des grands alliés pour réduire les tensions, pour retourner à l'harmonie, pour pas diaboliser notre partenaire, pour vraiment garder de l'amour et une estime d'eux qui est importante, et les aimer, en fait, tout simplement. Donc ça, c'était 3 notions qui me semblaient importantes en termes d'astuces. Donc être en colère, ça veut dire qu'on souffre. La colère, ça se voit, et des fois, quand on se cache, c'est pas mieux pour le couple. Et la colère, c'est être vulnérable, d'une certaine manière. On peut le voir comme ça. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut tolérer les abus verbaux, physiques et émotionnels. D'ailleurs, c'était mon premier point de la conclusion. C'était tout ce que je partage aujourd'hui dans le podcast. Ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer les relations abusives, pas du tout. Si ta relation, elle a des moments où elle n'est pas saine, comme des colères, comme d'autres choses, il y a des outils pour la rectifier. C'est pas une question de relation saine ou de relation pas saine. C'est rarement qu'une relation saine, c'est rarement qu'une relation pas saine. C'est pas noir ou blanc. Il y a des moments dans ta relation où vous faites les choses, c'est pas sain. C'est dangereux, vous pouvez vous faire mal émotionnellement, vous êtes abusif, vous êtes manipulateur, manipulatrice, etc. Si c'est très peu, c'est ok, on manipule tous. Moi encore, des fois, ça m'arrive de manipuler, mais je pense pas être un manipulateur. Mes chéris, ce que j'ai travaillé sur moi, mais ça arrive qu'il y a des moments où je vais agir d'une certaine manière qui peuvent être vus comme de la manipulation, et c'est ok, on le fait tous, tu le fais, je le fais. Il faut l'accepter que des fois on va être maladroit, des fois on va pas être noir, on va pas être blanc, on va être un peu gris, on va faire des trucs pas terribles. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des relations. Il y a des relations où si t'es avec un manipulateur, un narcissique, une narcissique, un psychopathe, il faut peut-être en sortir. Mais là, on parle pas de ça. Et juste rappeler tout ça. Et vraiment que, je sais pas si tu arrives à le sentir, mais avoir de la compassion pour l'autre, quand l'autre est violent envers nous d'une certaine manière, c'est compliqué, mais c'est aussi mon invitation. Ça fait partie du chemin pour moi, comme je te disais, avec les parents. Si tu as fait ce chemin-là avec tes parents, que tu leur reprochais des choses, tu dis ils m'ont pas fait ci, ils m'ont pas fait ça, quand tu comprends ce qu'eux ils ont vécu dans leur enfance, souvent tu arrives à leur pardonner, à avoir de la compassion. C'est pareil avec ta chérie, ton chéri. Recevoir la colère ou la donner, c'est une danse, ça se fait à deux en fait. Et dans le couple on danse à deux, donc j'ai un peu ouvert le podcast avec ça aussi, je voulais revenir dessus pour la conclusion. Les outils que je partage avec toi aujourd'hui, d'une manière générale, c'est pour mettre un cadre autour de la colère et la gestion des conflits, pour aller vers le mieux faire. J'aime bien cette formulation, c'est pas pour faire mieux, c'est pas pour faire parfaitement, c'est pour aller petit à petit mettre des actions pour gérer mieux les choses. Ok, on va être meilleur à mettre. Déjà, on va mettre pour la première fois, on va mettre une limite. Après, on va apprendre à mieux mettre la limite. Après, on va prendre une pause. On va se rendre compte que l'espacement physique entre les deux pendant 20 minutes, ça fait du bien. Moi, c'était la première fois que j'ai vu ça, que j'ai compris que ça faisait du bien. C'était difficile. Hein. C'était soulageant, mais je me chiais dessus, entre guillemets. Excuse-moi pas d'être vulgaire, mais pendant cette première pause, j'étais pas à l'aise du tout. J'avais encore le sentiment d'avoir échoué la communication, alors que c'est le dada on va dire du podcast et du blog, c'est la communication. J'ai commencé à parler quasiment que de communication dans le couple. Alors t'imagines, quand moi je sentais que
J'arrivais pas à gérer un problème avec la communication. C'était vraiment dur à vivre pour moi. Mais petit à petit, on met tout ça en place. On prend de la distance, on comprend que ça marche. On arrive à comprendre l'origine de la colère. On résout les problèmes. On voit qu'il y en a moins. On voit que la prochaine crise de colère, au lieu de durer 3 jours, elle dure 2 jours, puis 1 jour, puis 2 heures, puis 10 minutes. Parce que la barrière, elle est mise tout de suite. On parle tout de suite de ce qui se cache derrière, des besoins, des trucs. Paf! Crise de colère de 3 jours, tournée en 10 minutes en 3 ans. Bah écoute, moi, c'est mon expérience à moi. C'est possible. C'est pas toujours le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, du moins. Et c'est ce que je te souhaite, en fait. Et c'est pour ça que je fais ce podcast-là, que j'ai fait cet article-là. C'est pour dire que c'est possible et tu peux vraiment, vraiment, vraiment passer. Nous, c'était des fois des crises. Au début, avec mon ex-femme, c'était des crises qui duraient une semaine, quoi. Des fois, quand ça allait pas, il n'y avait pas toujours de la colère pendant une semaine, hein, mais voilà, il y avait des petites pointes, des petites choses qui étaient dites qui étaient dures à vivre, des choses qu'elle regrettait. C'était pas confortable pour moi, c'était pas confortable pour elle. Il y a personne qui était mieux ou moins bien que l'autre. On était tous les deux dedans, on dansait tous les deux à deux. Et moi, je l'autorisais et elle se faisait plaisir, entre guillemets, dans ce que j'autorisais. Donc, on a appris à être mieux pour elle, mieux pour moi, mieux pour les deux, mieux pour le couple. Et on a réussi à réduire des fois des choses qui duraient des jours à des heures et à des minutes. Et voilà, et ça s'apprend. C'est comme tout. J'espère que tu le vivras si jamais tu es dans cette dimension-là, si jamais tu as ces problèmes-là dans ton couple. Voilà ce que je voulais te dire, mais je l'ai redit, mais c'est super important. Hein, c'est voir le colérique comme quelqu'un qui souffre. C'est vraiment de la souffrance. Et quand tu vois la souffrance, quand le colérique est assez vulnérable, pour te montrer sa souffrance, l'empathie, c'est facile d'avoir de l'empathie et de la compassion pour eux et de les aimer, en fait. Et de te dire, voilà, moi j'ai plus envie que tu vives ça, en fait. C'est aussi pour ça que je vais apprendre à mettre des limites. C'est aussi pour ça que je vais apprendre à prendre de la distance physique. C'est pour ça que je vais apprendre à comprendre la cause du problème. C'est parce que je veux plus que tu vives ça. Je t'aime, je veux pas que tu vives ça. Donc faisons-le ensemble, faisons-le à deux. C'est mon invitation aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Juste te rappeler quelques petites choses comme d'habitude, que tu peux me laisser des petites étoiles, un petit commentaire sur la plateforme où tu écoutes le podcast, le partager avec des amis, ce sera le bienvenu, ça aidera un peu le podcast à être connu. Je vois que les chiffres d'écoute journaliers, hebdomadaires montent depuis un moment, depuis que j'ai repris de la régularité. J'ai l'intention de continuer. Donc n'hésite pas à continuer à me soutenir, c'est le bienvenu. Enfin, je fais du coaching, de l'accompagnement autour des sujets comme aujourd'hui. Si jamais ça te parle, tu vas sur grainesdecoeur.fr et tu prends le petit formulaire de contact dans l'onglet contact. Tu m'envoies un petit email, tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe, ce que tu cherches, ce qui est important pour toi, et on aura quelques échanges pour voir si travailler ensemble, ça fait du sens. Moi, je cherche à accompagner des personnes sur la durée. Et à t'aider à mettre en place des actions, des choses dans ton couple qui vont faire la différence, en fait, comme des petits protocoles comme ça pour gérer la colère. Ça se met pas en place du jour au lendemain, c'est un travail de fond et c'est pas facile, et être accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait, qui s'est fait accompagner lui-même, qui a lu des livres sur le sujet, ça peut aider. Et enfin, tu peux toujours sur grainesdecoeur.fr, en échange de ton prénom et de ton email, télécharger gratuitement mon e-book qui donne 5 conseils autour de la communication. Cet e-book, il est pensé et créé pour t'aider vraiment à communiquer mieux rapidement, en fait, tout simplement. Et en plus de ça, tu seras ajouté à ma newsletter. Donc tu recevras 1 ou 2 emails par mois de newsletter avec quelques nouvelles, les derniers articles, les derniers podcasts, toutes ces bonnes choses. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'article dimanche prochain parce que je suis en stage, je me forme. Et voilà, donc sûrement qu'un podcast mercredi prochain. Je te souhaite une belle semaine. À bientôt. Salut.